Les universités se sont donc tenues en septembre 2017. En septembre 2019, il y avait un certain nombre grand nombre de partenaires qui nous suivent, qui sont toujours là. Il y a eu beaucoup de bénévoles et je les remercie. Il y a Rémi, il y a Claude, il y a Lionel qui prête sa connexion et je vous en remercie. Vous êtes nombreux, c'est agréable. Nous avons tous à cœur de faire avancer les choses. D'abord que le système de soins qu'on considère, je pense, tous ici comme bon et non pas à remettre à plat, mais à améliorer à la marge, à faire en sorte que ça fonctionne. Et, euh, et donc, c'est pour ça que nous avons décidé de continuer à travailler sur un certain nombre d'initiatives pour interpeller les pouvoirs publics ou un certain nombre d'organisations pour essayer de faire avancer les choses. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an, après la dernière réunion des universités qui s'est tenue en race campagne entre l'Auvergne et la Bourgogne? La première chose, c'est qu'on a essayé aussi de casser des idées reçues. Les déserts médicaux ne sont pas, comme vous le voyez ici, on aime bien mettre un fond avec des prés, des bois et des champs de tournesol. Mais les déserts médicaux ne sont pas que des déserts, des zones rurales. On s'aperçoit évidemment que cela vient aussi dans un certain nombre de petites villes, les villages bien évidemment, petites villes, bourgades et parfois même des villes un peu plus importantes avec des centres-villes qui sont un peu désertés par des professionnels de santé pour un certain nombre de raisons. Nombre de professionnels, prix de l'immobilier, enfin un certain nombre de choses. Il y a aussi des déserts médicaux à l'hôpital, dans certains endroits qui sont perdus, en prison, et dans certaines régions complètes de notre territoire, et ça posait une difficulté. Nous avions un peu pas par boutade, mais dit par bravade, nous avions lancé l'idée que la superposition des déserts médicaux avec les déserts numériques était quelque chose qui semblait assez logique. Donc, nous avons aussi travaillé sur une gestion des cartes pour essayer de prouver qu'effectivement, il y avait une superposition entre ces deux zones et que c'était extrêmement dommage qu'on ne pouvait pas faire avancer un sujet sans régler l'autre sujet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé également en un an? Il y a eu un développement de téléconsultation, la télémédecine telle qu'on le souhaitait depuis longtemps, hein, mais ça a été ouvert en septembre 2019 par la CNAM. En revanche, ce qu'il y a eu, c'est que sur ces 7 derniers mois, on n'avait pas évidemment, pensé à la crise sanitaire, qui a été un événement qui a fait exploser la demande de télémédecine, d'une manière qui était téléconsultation, qui était, comment dirais-je, inespérée, malheureusement, quelque part. Mais un certain nombre de réticences qui avaient été posées par des opérateurs, par des patients, par des professionnels de santé eux-mêmes, s'est vu levé par l'obligation d'avancer et d'être pragmatique. Et finalement, ça a modifié certainement les comportements. On s'est aperçu qu'on pouvait faire un certain nombre de recours à télémédecine pour des consultations qui étaient assez je dirais, usuel, tout ce qui est suivi des maladies chroniques, avec un certain nombre de remarques. Voilà. Après, il y a des choses qui sont particulières. Ce n'est pas évident non plus de développer des cabines de télémédecine dans des villages comme ça avait été envisagé avant. Il y a des gros problèmes à l'installation, problèmes administratifs. En revanche, on arrive de plus en plus à travailler, je dirais, un peu moins silo et à recourir à ce système. Il y avait un certain nombre de solutions qui avaient été préconisées en disant qu'effectivement, si on ne peut pas faire venir des médecins dans les déserts médicaux, on pourrait au moins faire venir des installations qui pourraient éventuellement permettre d'avoir un accès beaucoup plus rapide que faire venir des gens à la ville, au sens, on pourrait parler des médecins de ville, des médecins de campagne, puisqu'on oppose l'hôpital à la ville. Mais tout au moins dire qu'on peut effectivement, avec pas forcément des médecins, mais avec des professionnels qui sont suffisamment formés, faire en sorte qu'on puisse faire des consultations à distance.
Ceci étant, et je le rappelle, il y a toujours presque 4 millions d'habitants qui sont concernés par des déserts médicaux. L'adresse continue à faire des cartes régulièrement. On essaye de travailler sur la question. On ne dit pas un désert médical, ce n'est pas politiquement correct. On dit une zone non dense. Enfin, vous voyez. Ceci étant, la réalité, c'est qu'il y a un délai d'accès pour un certain nombre de professionnels de santé qui est, à juste titre, considéré par trop long par nos concitoyens. Les raisons à cela, il y en a plusieurs, on les a suffisamment et beaucoup évoquées, qui vient numerus clausus, mais qui a été modifié, mais la moyenne d'âge des médecins, qui est à 53 ans et demi, ne permet pas, en modifiant maintenant le numerus clausus, peut-être de compenser cette problématique. Il y a un manque d'attractivité de la profession de médecin généraliste. Il y a un manque d'attractivité de nos campagnes, et ça, les départements ont dit effectivement qu'on pâtissait de l'image qu'on donnait de la province dans les journaux télévisés et émissions diverses, et que finalement il y a une sorte de crise de vocation, non pas de la médecine, puisque je rencontre Dieu sait combien de personnes et d'étudiants qui veulent faire médecine, mais de gens qui veulent s'investir dans les territoires. Voilà. Tout ce qui est la télémédecine, qui est un sujet éminemment important, nous le traiterons. Ça vaut un sujet à part et une webconférence à part qui sera organisée d'ici 1 mois et demi, 2 mois, au mois de décembre, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. La seule chose que j'avais envie de dire, c'est que les télémédecines rencontrent un engouement avec des personnes de la DGOS qui sont assez favorables au développement de cette pratique. En revanche, comme vous le savez, il y a des petites variantes, c'est-à-dire que la téléconsultation est remboursable, est prise en charge. En revanche, le téléphone ne marche pas. Or, quand on n'a pas de réseau, faire une consultation en vidéo, ce n'est pas possible. Et donc, il faut faire bien une téléconsultation par téléphone. Donc, faudrait-il que l'on change pour passer à une vidéoconsultation, qui serait le terme exact pour être éligible à un remboursement de l'ACNAM. Le recrutement du médecin est toujours difficile, j'en ai parlé. Il y a bon nombre de départements, bon nombre de communes qui vont continuer des incitations financières. La MSP ne suffit plus, maison de santé. Il faut aussi essayer de voir comment on peut faire en sorte que le médecin puisse avoir une vie, je dirais, on prend en charge sa voiture, un appartement, une chose comme ça, ou un loyer. En revanche, ça ne suffit pas. Et puis, les départements sont toujours aussi à la recherche de médecins. Vous savez que dans chaque département, ou quasiment tous les départements, vous avez des personnes, peut-être qu'il y en a là qui m'écoutent, je ne sais pas si, qui sont chargés d'aller recruter des médecins et de faire du charme aux médecins, dans le bon sens du terme, pour essayer de dire qu'effectivement, exercer dans certains départements présente plein d'avantages. Voilà. La situation de faire des mesures peu coercitives est quelque chose qui est extrêmement tendu. Ça donne lieu à des échanges qui sont tendus avec la médecine libérale. Est-ce qu'on remet en cause la liberté d'installation? Est-ce qu'on doit conventionner plus ou moins certaines personnes? C'est un sujet qui est toujours extrêmement sensible. Nous sommes aperçus qu'évidemment, ce n'est pas simplement un problème d'argent, il y a un problème plus large que ça, et un problème d'organisation. Pour ce qui concerne exactement et plus précisément aussi la qualité du réseau, ce qui était aussi un autre gros sujet, puisqu'on le liait, comment faire venir un médecin dans un endroit où finalement il n'y a pas évidemment des outils, l'accès à des outils professionnels de niveau, la formation et autres, ou la téléconsultation, mais qu'il n'y a pas non plus, je sais pas, sans faire de publicité, Netflix, la télévision, Canal+, le câble et autre chose, ou d'autres de réseaux sociaux pour avoir une vie sociale. Même si la vie sociale, c'est aussi sortir dehors entre 6h et 21h, bien sûr. L'ARCEP avait lancé un site qui s'appelait Ma Connexion Internet, qui était quelque chose qui était perfectionné autant que possible. En revanche, c'est le site, les chiffres donnés par l'ARCEP
ont, à notre sens, toujours été perfectibles ou critiquables, car ce sont des données qui sont fournies par les opérateurs eux-mêmes. Alors, vous savez que comme les opérateurs achètent leur licence en échange d'assurer une connexion ou d'assurer un service dans certains territoires, ils ont tendance parfois à raisonner ou à donner des chiffres par grande masse et n'en rentrent pas dans les détails. Donc en fait, la réalité de la zone blanche et de la zone grise n'est pas forcément la même entre celle que montre le site de l'ARCEP, qui n'a plus des moyens d'investigation suffisants comme il a pu l'avoir par le passé pour aller voir réellement sur le terrain. Donc, nous avons toujours l'actualité ces derniers jours, mais quand je dis ces derniers jours, c'est encore hier, un certain nombre la PQR, la presse régionale, ne se complaît pas malheureusement, mais relate très souvent, quasiment tous les jours, des problèmes de déserts médicaux, mais également des problèmes de zones blanches. Ces questions de réseau ont pu sembler un peu légères il y a quelques temps, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, 2 ans, nous avions dit qu'il y a des zones blanches. On me dit ben non, c'est très exagéré, c'est réduit à quelques zones particulières et pas de chance, vous en faire partie. En l'occurrence, on l'a bien vu avec le recours au télétravail, à l'école à distance, même à un certain nombre de services ont été en tension extrêmement difficile pendant la crise sanitaire. Je pense beaucoup à l'école, les serveurs ont sauté, mais aussi les gens avaient du mal à se connecter. Il n'était pas évident pour tout le monde de télécharger une attestation en ligne, d'avoir une imprimante, et certains journaux ont présenté dans leur page des attestations toutes faites papier. On revenait à quelque chose qui semblait très ancien. On s'est aperçu que finalement, on n'avait pas une assez bonne qualité de réseau qu'on pouvait l'espérer, à part peut-être quelques privilégiés. Voilà, nous en sommes sur les zones blanches. Nous vivons dans un monde qui est violent, n'est-ce pas, qui n'aime pas la nature à horreur du vide. Donc si l'État, si un certain nombre d'organisations n'arrivent pas à avancer sur un sujet, il y a des opérateurs privés qui sont capables de le faire avec des moyens qui sont considérables. Ils ont des idées, mais ils ont aussi des moyens. Ils savent s'entourer des ingénieurs qu'il faut. Donc les GAFA s'emparent aussi du sujet des déserts numériques. Vous avez entendu parler des idées d'Elon Musk de mettre des satellites un peu partout. Amazon veut faire cette solution. Vous avez un certain nombre d'opérateurs privés qui ont décidé effectivement de venir sur le terrain. Alors, que font les autres? Il y avait ce matin une conférence qui était organisée par l'Observatoire de la santé, de la e-santé en Afrique, et qui nous montrait quoi? Que finalement ça fonctionne, que l'argent ne fait pas tout, bien évidemment, que quand on a des idées et qu'il n'y a pas de frein organisationnel comme on peut trouver dans certains de nos pays dits extrêmement développés, on avance un peu mieux. Alors évidemment, on pourra nous rétorquer qu'il y a peut-être pas toutes les garanties RGPD, données personnelles, mais au moins certains pays arrivent à trouver des solutions. Et c'est pour ça qu'il est un peu dommage de se dire pourquoi est-ce qu'on n'avance pas de notre côté. Voilà pour le tour des sujets d'actualité. Il y en avait pas mal. Les universités, par les événements qui ont été faits, ont été conviés. J'ai assisté à un certain nombre de choses. Il y a un merci de Giovanna qui doit être là. Donc, je travaille dans un groupe de travail qui dépend du Conseil du numérique en santé sur les fractures numériques et qui effectivement a pris ce sujet à bras-le-corps. Je co-préside ce groupe dont Giovanna Marsico est responsable avec Jean Dédier d'Emmaüs Connect. Et dans ce groupe, il y a effectivement 3 axes de travail qui sont déployer un pass numérique pour donner des moyens de se former auprès d'organismes labellisés sur le territoire, élaborer une cartographie pour superposer une offre de santé des réseaux numériques existants, et c'est l'image que vous avez en illustration, et puis évaluer la capacité numérique des usagers en santé, parce que nous sommes tous ici convaincus qu'il faut développer le numérique, mais qu'il ne faut laisser personne de côté. Donc on avance à marche forcée, on a perdu trop de temps pour un certain nombre de raisons.
En revanche, il faut avancer. Et s'il y a des gens qui ne sont pas formés, il va falloir les aider et les accompagner. Dans un autre sujet également, mais toujours au sein du ministère de la Santé, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'avoir été désigné par Dominique Pon l'année dernière comme pilote d'un groupe de travail sur la création, enfin, un groupe de travail. Il fallait créer un film à l'usage du grand public. Il y a eu 4 scénettes qui ont été mises en ligne cette semaine, que vous pouvez retrouver sur santé.fr, et puis un certain nombre de posts qui ont été faits et sur les réseaux sociaux qui tendent à diffuser des films accessibles à tout le monde pour expliquer qu'il faut dire oui au numérique, c'est-à-dire l'intérêt du DMP, c'est-à-dire l'intérêt évident d'avoir un dossier avec des données de santé qui soient numérisées pour être accessibles par tous les médecins, accessoirement pour faire de la recherche, mais dire oui au numérique et essayer de casser un certain nombre d'idées préconçues ou de fake news. Ce sera le travail sur lequel nous nous plongeons avec les cellules éthiques du ministère de la Santé. Il y a d'autres sujets, évidemment. Quid du développement de la e-santé où il n'y a pas de réseau en ce moment? La téléconsultation, je vous l'ai dit, oui, mais par vidéo, par téléphone, on ne peut pas le faire. Nous avions envisagé l'organisation territoriale avec les CPTS, mais sont-ils au rendez-vous? C'est une question. Il y a les CPTS l'année dernière, n'étaient pas tous connus, enfin, n'était pas un système qui était connu de tous les professionnels de santé. Et là, je vois que ça se développe beaucoup plus. En revanche, ont-ils les moyens de mettre en place des solutions pour les déserts médicaux? Il faudra les regarder. Les patients ont-ils été bien informés pendant la crise? Ce n'est pas évident. Les patients Covid, évidemment, on l'espère, mais tous les patients qui ont des maladies chroniques ont été peut-être un peu les laissés pour compte. Ils n'ont pas été considérés comme prioritaires. Ont-ils des informations sur les mesures de précaution qu'ils devaient avoir particulièrement? Ils ont été déprogrammés pour un certain nombre de traitements. Et il y a des études en cours qui sont faites sûrement sur le vécu des patients pendant le Covid. Et effectivement, ne pas être connecté, de ne pas savoir ce qui se passe ou de ne pas avoir d'informations, c'est quelque chose qu'il faudra résoudre. En fait, en plus, que fait-on du burn-out des professionnels de santé et des soignants? Vous me direz, qu'est-ce que cela fait dans cette conférence-là, dans ce sujet? Eh bien, il y a des départements et des hôpitaux qui ont beaucoup de mal à recruter. Vous voyez une étude qui a été faite par l'Ordre des infirmiers la semaine dernière, où beaucoup d'infirmiers sont en burn-out. Et donc, il va y avoir une difficulté à recruter. Évidemment, on va avoir de plus en plus de mal à recruter dans certains endroits, plus que dans d'autres. Voilà, en termes de délai, j'ai beaucoup parlé. Je passe la parole à notre première invitée, qui est Céline Jardy-Triola, qui est la présidente de Urgence Chrono, fondatrice de Focus Santé, et qui est la spécialiste des urgences, et à qui je donne la main pour le partage de… Céline, pour le partage de… Oui, c'est bon pour moi. Bon, oui. Parfait. Alors… Pour le moment, je ne peux pas partager. Guillaume me dit que partage de ton côté. Il faut que tu arrêtes le partage, oui. C'est fait. Voilà, ça va être… C'est bon? C'est bon, c'est bon. Parfait. Toc. On est bon. C'est tout bon? Vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Bon. Bonjour à tous. Merci Guillaume de m'avoir convié à cette nouvelle édition numérique. Et du coup, on va pouvoir faire un peu le point au bout d'un an après sur les urgences, parce qu'effectivement, avec cette crise du Covid, ça a pas mal bougé. Et du coup, j'ai voulu avoir un titre un petit peu provocateur avec un rendez-vous manqué de la e-santé pour moi, pour les soins non programmés. Donc, je vais pas revenir sur la téléconsultation en programmé, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce qu'elle a eu un véritable essor. Et c'est enfin, faut voir les bons côtés du Covid. Elle a au moins pu permettre aux patients et aux soignants de se faire à ce nouveau mode de consultation qui va permettre de rendre pas mal de services. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, côté soins non programmés, donc urgence, on va voir que ça a été un peu plus compliqué.
Donc, il y a un an, rappelez-vous, à peu près la moitié des services d'urgence publics étaient en grève. Ils dénonçaient essentiellement un manque de moyens dans les services d'urgence, en équipement, mais aussi manque de lits d'aval, principale problématique qui faisait qu'il y avait beaucoup de patients qui passaient des nuits entières sur un brancard en attente de lit d'hospitalisation dans les services. Et cette attente sur des brancards, je vous le rappelle, pour les personnes les plus fragiles, se traduit en augmentation de mortalité. Donc non seulement c'est désagréable, mais en plus c'est dangereux pour les plus fragiles. Donc il y avait vraiment un énorme ras-le-bol avec plusieurs revendications, mais essentiellement c'était vraiment sur un manque de moyens, un manque de personnel et un ras-le-bol général. Et donc ça avait conduit au pacte de refondation des urgences. Agnès Buzyn avait sorti ce pacte mi-septembre avec pas mal de mesures, 750 millions d'euros aussi pour ce plan de refondation des urgences. Donc c'était plutôt ambitieux. Et dont la moitié pour un service d'accès aux soins qui devait permettre aux patients de répondre à toute heure à une demande de soins urgents. Et tout ça devait régler la problématique, en tout cas une grande partie de la problématique aux urgences. Et donc là, on n'entend plus de grogne, plus de grève, on n'entend plus du tout, on ne voit plus les urgentistes. Pendant le Covid, il y a eu une diminution des passages aux urgences, il y a eu des renforcements d'équipes, une augmentation des lits, hein, il y a eu des ouvertures de lits, donc on se dit le pacte de refondation des urgences a été super efficace. Tout le monde est content, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc on voit la courbe des passages aux urgences, où on voit en vert la courbe de cette année par rapport aux 2 années précédentes. Et on voit vraiment une cassure de la fréquentation des urgences, divisée par 2, hein, le nombre de passages aux urgences au début du confinement. Et puis on voit globalement que cette année, on est quand même un petit peu en dessous. Donc on se dit que c'est plutôt pas mal et que du coup, c'est cohérent que les urgentistes arrêtent de râler. Bon, en fait, ce n'est pas du tout le cas, hein. Vous en doutez bien que mon temps est quand même très, très ironique. Si on n'entend plus les soignants des urgences râler, c'est que déjà, il y en a beaucoup qui sont épuisés, même s'ils ont tenu bon. Et ça a été vraiment très, très compliqué. On l'a vu dans le Grand Est et en Île-de-France, essentiellement. Mais il y a quand même énormément de soignants qui ont jeté l'éponge, hein, il faut le dire. Il y a un ras-le-bol qui est trop compliqué à gérer pour beaucoup de soignants. Moi, ça a été mon cas il y a déjà 8 ans, donc je sais de quoi je parle. Donc, côté soignant, voilà, ça a été vraiment très, très compliqué cette période-là. Et du coup, côté patient, forcément, même si on a vu une baisse de fréquentation des urgences, on a vu quand même aussi une baisse de 30 à 40% du nombre des AVC et des infarctus, qui n'est pas complètement expliqué par le confinement. Donc, certes, les gens, qu'il y ait moins d'accidents de voiture pendant le confinement, ça paraît logique. Par contre, le nombre d'AVC, ça paraît pas tellement logique, quoi. Donc là, j'attends de voir les études et l'analyse a posteriori pour voir un petit peu quel aura été le retentissement réel de ce confinement et de cette chute de fréquentation des urgences sur des pathologies graves et qui nécessitent vraiment des consultations aux urgences très rapidement, parce que là, on voit bien qu'il y a un gros souci et que du coup, les patients ont vraiment payé les pots cassés. Et donc, pourquoi ? Et c'est là que j'en viens sur le rôle de la e-santé et le rendez-vous manqué. Le problème majeur, tu en parlais aussi tout à l'heure, c'était un manque de visibilité de l'offre de soins, un manque d'informations numériques, hein, puisqu'on parle de la e-santé, sur les structures de soins, donc pas d'annuaire des structures Covid notamment, et du coup un manque d'informations des patients et une réelle peur d'aller consulter aux urgences. Beaucoup de patients se sont dit, si je vais aux urgences pour autre chose que du Covid, je vais choper le Covid. On a eu cette même peur chez les généralistes, hein. On a tous vu nos consultations chuter pendant le confinement, parce qu'on a fait peur aux gens, on leur a dit de rester chez eux et qu'ils devaient sortir sous aucun prétexte, hein. C'était un peu ça. Et du coup,
que ce soit les services d'urgence ou même les généralistes ou les spécialistes, on a eu des retards monstrueux dans les prises en charge parce que les gens n'osaient pas sortir, n'osaient même pas appeler. Et du coup, il y avait une aggravation vraiment de leur état de santé parce qu'une mauvaise information. Et donc ça, c'est vraiment un gros raté de cette e-santé. Donc, heureusement, en partie pallié par l'augmentation d'effectifs des SAMU, notamment des médecins régulateurs. Les médecins libéraux, il y avait 2-3 lignes de médecins régulateurs, là où d'habitude, il n'y en avait qu'une, pour pallier à l'augmentation des appels des patients, que ce soit Covid ou pas. Mais quand même, pas aucune information fiable et pertinente pour les patients pour savoir où s'orienter et que faire dans cette situation compliquée. Côté des soignants, c'est pas mieux. Côté médecine générale, on n'avait pas du tout d'informations, pas d'annuaire centralisé ni partagé pour savoir où envoyer nos patients Covid. Donc, on était encore sur le bon vieux téléphone, les réseaux WhatsApp. Du côté ARS et SAMU, j'ai eu la stupeur de voir que c'était un petit peu la même chose pour eux. Ils avaient beaucoup de mal à avoir une visibilité en temps réel sur les cas Covid de leur territoire. Pareil pour les disponibilités en lit, que ce soit disponibilité en lit de réa, Covid ou non Covid. Dans le Grand Est, ils ont fait un hackathon et ils ont sorti une appli en quelques semaines pour que les réanimateurs puissent mettre les lits dispo et indispo et éviter de perdre trop de temps pour gérer les places de réa et trouver des places de réa. En Ile-de-France, ça s'est fait avec une cellule dédiée et un bon vieux téléphone. C'est quand même un peu dommage, quoi. Donc là, je critique. Je vais vous dire un petit peu quelle est notre vision des choses et ce qu'on a fait pour essayer de faire un petit peu avancer cette situation pendant cette période. Donc déjà, sur le urgenceprono.com que vous connaissez, on a rajouté des pages d'information sur le Covid pour justement essayer de centraliser des informations. Alors des informations qu'on est allé bien sûr chercher sur le site du ministère, essentiellement, où on mettait des symptômes, où je modifiais aussi même les symptômes pour avoir plus de réactivité au niveau du ministère, notamment quand on a vu que l'anosmie agueusie était limite pathognomonique de cette pathologie, on l'a rajouté comme les céphalées qui n'y étaient pas au début, pour vraiment essayer d'être au plus proche des informations les plus pertinentes qui remontaient du terrain. Notre ami Loïc Etienne a adapté son questionnaire Medvir et donc on l'a intégré sur la page d'accueil d'Urgence Chrono. Et donc avec ce questionnaire médical en ligne, les patients peuvent aller répondre à des questions afin de voir s'ils sont susceptibles d'être potentiellement atteints par le Covid-19 et à ce moment-là aller dans un centre dédié ou si c'est complètement autre chose et soit aller consulter en urgence ou appeler le 15 si leur état le nécessite, soit temporiser, faire une téléconsultation ou voir leur médecin généraliste plus tard. On a aussi développé le click and collect pour les pharmaciens, pour que les patients puissent envoyer leur ordonnance à leur pharmacien et éviter les files d'attente pendant cette période d'épidémie, parce que forcément, dans les pharmacies, on croise beaucoup de gens malades. Et donc, les personnes qui ont des pathologies chroniques et qui sont souvent les plus à risque, éviter de faire la queue dans une pharmacie, on s'est dit que ce ne serait pas plus mal pour éviter d'être contaminé. Mais on a aussi développé un véritable logiciel d'analyse de l'activité dans les services d'urgence. Parce que ça, vraiment, ça manquait. Pouvoir analyser en temps réel l'activité du service, donner les bonnes informations aux patients qui sont dans le service et optimiser le service, c'est quelque chose qu'on souhaitait faire depuis longtemps. Et là, grâce à une équipe de développeurs au top chez Focus Santé, il faut bien le reconnaître, on a pu développer ce véritable logiciel qui, vous le voyez, est un tableau de bord pour l'urgentiste qui va lui permettre d'avoir toutes les informations utiles en temps réel. Donc, le nombre de personnes en cours de prise en charge, le nombre de personnes en attente de prise en charge, par exemple. Ces informations-là vont être envoyées dans la salle d'attente sur un écran pour informer les personnes en attente. Ça, on a vu dans notre établissement pilote que d'informer sur l'attente, c'est tout bête, mais quand vous dites au patient il y a plus de 3 heures d'attente parce qu'il y a 13 personnes en cours de prise en charge ou il y en a 25, les gens comprennent beaucoup mieux pourquoi ils attendent et ça apaise les tensions.
parce que des tensions dans les urgences, il y en a toujours beaucoup. Et grâce à ce tableau de bord, Urgence Chrono Pro, on peut voir aussi, vous voyez la dernière ligne en vert, les cas Covid. Quand il y a une suspicion de cas Covid, quand on dépasse les 2% de cas Covid sur ce service, ça envoie une alerte et on va pouvoir suivre ainsi des débuts de cluster, on va dire, en temps réel. Vous voyez à gauche de l'écran qu'il y a d'autres fonctionnalités, comme des prévisions de passage. On va prédire les passages sur la journée à venir, sur les 24 heures, pour essayer d'anticiper en matériel et, si possible, en personnel pour éviter de subir. Un outil de bed management qui va permettre à l'urgentiste de voir où sont les lits disponibles dans son établissement et éviter de perdre du temps. D'autres fonctionnalités de statistiques historiques et puis l'envoi de messages dans la salle d'attente pour informer les patients, notamment aussi sur les maisons médicales de garde et les pharmacies de garde, par exemple. Toutes ces informations-là vont pouvoir remonter en temps réel sur une interface, cette fois-ci dédiée pour la régulation du SAMU, qui s'appelle Urgence Chrono Régule, et qui va du coup agréger les informations utiles pour orienter les patients à l'échelle de la régulation. Donc là, vous voyez, sur la carte, on a les services d'urgence avec l'activité du service, l'attente, moins d'une heure, moins de 2 heures, moins de 3 heures. Le patient est géolocalisé, et donc centré. On peut voir en un coup d'œil quels sont les services d'urgence les plus disponibles à proximité. On va pouvoir remonter aussi le nombre de déchocages disponibles. Donc, on voit aussi les nombres de personnes en cours de prise en charge, le nombre de personnes en attente. On pourra mettre également s'il y a des SMUR engagés. Un établissement qui a 3 médecins H24 avec 2 départs SMUR. Doutez bien que s'il y a déjà les 2 SMUR dehors, si on peut éviter d'envoyer encore d'autres patients dans ce service-là, ça sera forcément mieux. La régulation aura aussi accès à l'ensemble des maisons médicales de garde, au centre de premier secours sans rendez-vous, mais aussi aux pharmacies, avec notamment la gestion des pharmacies de garde, mais aussi on a recensé les pharmacies qui sont équipées de solutions de téléconsultation. Guillaume en parlait tout à l'heure, ça se développe. C'est une des réponses aussi, malheureusement, à l'accès aux soins dans des zones sous-dotées en médecins. Et la régulation aura cette information-là et pourra, par exemple, indiquer à un patient qui a besoin de voir un médecin généraliste en urgence pour une otite ou je ne sais quoi, de dire mais dans cette pharmacie, vous pouvez y aller, il y a de la téléconsultation, des objets connectés, et du coup, vous pourrez avoir accès à un médecin dans de bien meilleures conditions que simplement une vidéoconsultation sans objet connecté, par exemple. La régulation pourra aussi envoyer une prescription directement à ce pharmacien, dans le cadre, par exemple, d'une pharmacie de garde, pour pouvoir réguler par téléphone, donner des conseils, éventuellement prescrire, et que le patient puisse aller directement récupérer son ordonnance auprès de la pharmacie de garde. D'autres fonctionnalités sont en cours de développement, comme un agenda partagé pour pouvoir, pour les CPTS notamment, qui vont pouvoir s'organiser dans les soins non programmés, de la géolocalisation des SMUR pour que le SAMU puisse voir en permanence où sont ces véhicules SMUR, et ainsi optimiser les déplacements, notamment lors des transferts secondaires. Éviter qu'une ambulance revienne à vide d'un établissement alors qu'il y a un patient de cet établissement-là à amener vers un autre établissement, par exemple. Donc voilà un petit peu les nouveautés qu'on a sorties pendant cette période, qui a forcément été un petit peu compliquée, mais qui nous a permis de développer des outils qui vont vraiment permettre aux services d'urgence et à la régulation de profiter de la e-santé pour véritablement optimiser ces services et optimiser tout simplement les moyens. On n'a pas des moyens, ce n'est pas un puissant fond, malheureusement, les services d'urgence. Il faut optimiser les moyens et essayer d'épargner un petit peu le personnel parce qu'il y en a malheureusement de moins en moins. Ça devient vraiment compliqué. Il y a un turnover énorme dans les services d'urgence parce que c'est très dur et parce que du coup, les soignants n'ont pas envie de rester dans ces structures d'urgence qui sont et dures physiquement et moralement. Donc, il faut vraiment arriver à trouver des solutions pour optimiser tout ça. Nous, on essaye d'y contribuer. On espère, on a de grosses attentes
sur le service d'accès aux soins qui va, on attend les projets pilotes d'un jour à l'autre. On espère pouvoir en faire partie. L'expérimentation avec le SAMU 30 nous va être lancée très prochainement. Donc j'espère qu'on pourra apporter notre pierre à cet édifice parce que vraiment ce service d'accès aux soins est une nécessité pour améliorer vraiment et optimiser l'ensemble du réseau des soins non programmés. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur la situation des urgences et son évolution depuis un an. Merci beaucoup Céline. Du coup, je vais prendre la suite après ce sujet très important autour des urgences et notamment de ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire et qui continue malheureusement. On va aborder un autre sujet maintenant qui concerne plus le sujet des déserts numériques et un sujet qui a fait beaucoup de débats dans cette rentrée, c'est la 5G. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Rémi Teston, je suis donc expert et consultant en e-santé et je fais partie du coup du board de l'Université des déserts médicaux et numériques. Du coup, je travaille avec Guillaume pour essayer de faire en sorte que ces sujets soient abordés de manière simple auprès de tous les acteurs. Avant d'accueillir notre prochain invité sur ce sujet de la 5G, quelques éléments déjà en amont. Le premier, rappelait que suite à la première édition de l'université en 2017, Guillaume de Duras avait été auditionné par la mission ministérielle en charge d'étudier ce sujet de la 5G, sachant que tous les secteurs d'activité étaient représentés, sauf la santé qui était aux abonnés absents. Et du coup, Guillaume avait pu échanger sur ce sujet auprès de cette mission ministérielle. Ensuite, c'est vrai que depuis la rentrée, il y a un débat assez passionné en France, notamment suite à une intervention du chef de l'État qui avait parlé de modèles Amish, de lampes à l'huile, etc., pour parler à ceux qui refusent de vouloir suivre le sujet de la 5G. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de ça, il y a un débat qui est assez passionné, il y a beaucoup de préoccupations au niveau écologique, l'impact sur la santé, les bénéfices réellement attendus, les coûts, etc. Et dans le domaine de la santé, finalement, il y a quelques usages qui sont déjà identifiés, qui permettraient d'accélérer un certain nombre de sujets comme le déploiement des objets connectés, notamment pour tout ce qui est suivi des patients, la télésurveillance, tout ce qui est autour de l'imagerie médicale, du développement de la téléchirurgie, également de pouvoir démocratiser un certain nombre de technologies comme la réalité virtuelle augmentée, etc. Donc ça, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en train d'être émergées et qui sont identifiées. Et on reviendra plus sur l'aspect du fonctionnement de la 5G juste après avec notre invité. Avant ça, je voudrais revenir auprès de vous sur le sondage qu'on a mis en ligne sur votre perception de la 5G pour vous montrer un peu la perception que tout le monde peut en avoir sur ce sujet-là. Alors, il y a eu une trentaine de répondants. Un premier chiffre intéressant, déjà, c'est une majorité d'entre vous déclare vraiment ne pas tout maîtriser dans tous les éléments du débat. C'est vrai qu'il y a un débat qui est à la fois technique, écologique, politique, donc il y a beaucoup d'enjeux derrière ça. Donc il y a quand même une majorité d'entre vous qui ne sont pas encore vraiment au clair avec ce sujet-là. Une majorité aussi d'entre vous pense réellement que c'est un véritable bouleversement technologique qui va apporter vraiment des nouveautés et permettre d'accélérer le déploiement d'un certain nombre de solutions, notamment dans le domaine de la santé. Et une très large majorité, vous êtes à penser que la Chine est vraiment l'acteur qui maîtrise le mieux la 5G. Donc on verra tout à l'heure avec notre intervenant si c'est réellement le cas ou pas. Mais en tout cas, dans la perception que vous en avez, la Chine apparaît comme l'acteur majoritaire sur ce sujet-là. Ensuite, concernant vraiment la e-santé, on voit que pour une grande majorité, la technologie de la 5G apparaît vraiment comme un plus. Donc, on l'a vu notamment pour le déploiement des objets connectés où tout un tas de solutions, notamment à l'hôpital, est déployé encore plus facilement tous les différents aspects de la télémédecine, la téléexpertise, la télésurveillance, etc. Pour la majorité aussi d'entre vous, la fracture du numérique est un souci majeur aujourd'hui pour les Français. C'est vrai que c'est un sujet qui sera abordé, comme l'a dit Guillaume, avec un groupe de travail qui est l'idée avec Giovanna Marsico. Mais du coup, c'est quelque chose vraiment qui est important et qui prend une place de plus en plus importante, puisqu'on a tendance à vouloir toujours apporter des solutions numériques
pour combler les déserts médicaux ou d'autres problématiques. Mais si on a un problème de connexion, forcément, l'accès à Internet n'est pas forcément encore le cas pour 100% des Français. Ensuite, pour une majorité d'entre vous, vous n'avez pas peur finalement des conséquences de la 5G, puisque pour une majorité d'entre vous, vous ne voyez pas d'effet plus dangereux finalement que les ondes actuelles qui peuvent se diffuser avec les technologies 3G ou 4G. Enfin, on vous avait demandé de pouvoir déterminer un peu en un mot ce que vous ressortez autour de la 5G. Donc, ce qui était le plus cité, c'est les termes progrès, rapidité, e-santé, et quelques notions quand même aussi un peu plus négatives, comme obscurantisme ou des ondes néfastes. Et on voit un certain nombre de sujets qui sont plus techniques autour de la vitesse de transmission, la rapidité, une amélioration du réseau, etc. Donc voilà un peu pour les résultats de cette enquête. Donc le détail de l'enquête avec l'ensemble des résultats sera diffusé dans un prochain article sur le site des universités et vous aurez l'ensemble des résultats qui seront présentés. Je vous propose maintenant d'accueillir du coup Xavier Lagrange qui lui va pouvoir nous détailler plus efficacement et un vrai décryptage de ce qu'est vraiment la technologie de la 5G. Donc Xavier, je vais vous donner la main. Merci. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Ça doit être partagé là. Est-ce que... On voit bien. Vous voyez bien là Très bien. Tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Donc, merci de me donner l'opportunité de présenter et de dire un petit peu. Alors, j'ai volontairement axé ma présentation sur un plan technique parce que c'est vrai qu'on entend dire beaucoup de choses là-dessus. Donc, je vais essayer. Il y aura pas d'équation dans ma présentation. Il y aura quand même pas mal de courbes, mais je vais essayer de donner les tendances, d'en donner la philosophie. Donc, je suis Xavier Lagrange, je suis professeur à IMT Atlantique et puis chercheur à l'IRISA. Et je travaille finalement depuis 1985 dans le domaine des réseaux mobiles. Donc, j'ai vu toutes les générations à la fois se déployer et être spécifiées. Et donc, je vais commencer par une petite présentation technique pour faire le point sur ce qu'est un réseau mobile. Et puis, ensuite, alors, c'est moi. Si, voilà. Ah, mais alors, je ne peux pas avoir le crayon. Excusez-moi. J'ai un petit problème technique. Il faut que je voulais annoter en même temps et ça semble ne pas marcher. Alors, j'ai été obligé d'arrêter. Pourquoi il ne veut pas? Alors, partager l'écran. Je recommence. Voilà. Donc, je vais présenter les caractéristiques essentielles des transmissions radio, aborder un petit peu les services 5G, de quoi on parle, donner aussi des indications sur les phases de déploiement, et puis aborder les nouveautés techniques et conclure pour finir. Donc, vous avez tous vu ce qu'on appelle des antennes relais ou en termes techniques des stations de base. Ça fleurit à la fois sur les toits. Là, on a une tour à côté d'IMT Atlantique. Et si alors, il y a des tas d'antennes là. Si on zoome les antennes qui vraiment permettent le service 4G, 3G, 2G de différents opérateurs sont zoomés ici. Et puis même à côté de chez moi, voilà, ça c'est une antenne relais. Et si vous zoomez, vous voyez très bien les antennes avec même les câbles qui partent. Donc, qu'est-ce que c'est un réseau
C'est un maillage du territoire avec des stations de base, donc des antennes relais, et l'opérateur va donc les déployer sur la zone à couvrir. Si on regarde ce que ça crée, ça va créer un découpage des zones en cellules. Et ce qu'on peut remarquer, donc ici vous avez Rennes, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans le centre-ville de Rennes, il y a une densité plus grande, ce qui permet d'avoir des cellules plus petites. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que la capacité, le nombre de mégabits par seconde qu'on peut écouler par station de base est constant, en gros, pour une technologie donnée. Donc si j'ai beaucoup de monde, eh bien, je vais faire des petites cellules. Et puis, si j'ai des zones moins denses, on va faire des grandes cellules pour des questions d'économie. Alors, si je regarde, il faut bien être conscient, donc j'ai ma station de base qui transmet, mon antenne relais qui transmet une puissance un signal électrique à haute fréquence qui, grâce à l'antenne, devient une onde électromagnétique, et mon smartphone, il va recevoir ce signal. Si la puissance est trop faible, je suis hors couverture, et si je suis très proche, j'ai un haut débit. Alors, il faut aussi pas oublier qu'il y a deux sens de transmission, et que l'opérateur télécom va équilibrer la liaison, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que quand on est en limite de couverture, quand le smartphone reçoit un signal très faible, eh bien l'antenne relais reçoit aussi un signal très faible, et que les seuils sont les mêmes. Tout ceci pour dire que l'opérateur télécom ne va jamais mettre de fortes puissances d'émission sur l'antenne relais pour le plaisir de le faire, parce que ça ne sert absolument à rien. Donc là, pour donner un petit peu des ordres de grandeur, donc à très forte puissance, les ondes électromagnétiques ont un effet, provoquent de l'échauffement. Donc, il y a bien sûr des limites maximales de puissance qui ont été spécifiées, en gros de l'ordre de 36 à 60 volts par mètre, ça dépend un peu de la fréquence. Et si on simule, l'ARCEP, l'Agence nationale des fréquences, pardon, a rédigé un document, réalisé une étude en faisant des simulations, et ce qu'on voit quand on est à côté de l'antenne relais, eh bien, on a un champ qui est de l'ordre de 0,8 volts par mètre, et le dernier centile, il est à 5,2 volts par mètre, c'est-à-dire que dans 1% des cas, on peut recevoir plus de 5,2 volts par mètre pour un niveau admissible de 36. Donc, on est bien au-delà, bien en dessous des seuils. L'autre chose, c'est que là, j'ai représenté la puissance en fonction de la distance. Eh bien, la puissance reçue décroît très, très fortement en fonction de la distance. Et un smartphone arrive en fait à détecter des niveaux de champ électromagnétique très, très faibles. Alors, j'ai volontairement marqué l'écriture ici avec plein de 0 et un 1. Quand j'ai 3 barrettes sur mon smartphone, eh bien, ça peut correspondre à un niveau de puissance de 0,11 0 et 1 1, 10-12 watts. C'est-à-dire, si on convertit en volts par mètre, un niveau de 0,004 volts par mètre. Donc tout ceci pour dire que voilà, on va jouer, enfin, le niveau de réception, dans la plupart des cas, est extrêmement faible. Et alors, qu'est-ce que va conditionner le niveau de réception? Bien, le niveau de réception, il va conditionner le débit. Et donc, il y a deux choses à avoir en tête, c'est que là, j'ai représenté
le débit en fonction de la distance, eh bien, lorsqu'on est relativement proche, on est à la capacité maximale du système, on a un fort débit. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'éloigne, le niveau de signal devient plus faible, la puissance devient plus faible et le débit diminue. Donc, la capacité, en sachant que ici, ce que j'ai représenté, là, j'ai donné de l'ordre de 20 mégabits par seconde, c'est partagé entre les différents utilisateurs. Le nerf de la guerre, c'est la fréquence, la largeur de fréquence qu'on a. Et la figure montre que pour 5 MHz, par exemple, je vais avoir environ 20 mégabits. Si je multiplie par 4 la largeur de bande, donc l'occupation spectrale de mon signal, eh bien, je multiplie le débit par le même facteur, par 4. On a un petit peu moins de 80, un petit peu moins de 20. Allez, 18 fois 4, ça nous fait de l'ordre de 76. C'est ce qu'on constate ici. Donc, il faut, si on veut des hauts débits, il faut une grande largeur de fréquence. Il faut payer des fréquences. C'est pour ça que les enchères sont extrêmement importantes pour les opérateurs. Un autre petit point, et j'y pensais en entendant les précédentes interventions, c'est que ici j'ai représenté un nuage de points. Je représente le niveau de signal en fonction de la distance. Alors comme mon dessin précédent, on voyait que ça s'écroulait complètement. Là, j'ai représenté une échelle logarithmique. Donc, la variation est la même, mais en échelle logarithmique, ça permet d'avoir quelque chose qui paraît linéaire et qu'on peut plus facilement interpréter. Et donc, la propagation radio, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Moi, je dis à mes étudiants, vous savez, j'ai mis 20 ans à comprendre tous les phénomènes qui interviennent, parce qu'il y a des réflexions, des diffractions, on a un milieu qui est mouvant, enfin qui bouge, et donc c'est quelque chose d'extrêmement complexe, et on ne peut pas garantir un niveau de signal. C'est-à-dire que ma belle droite là en pointillé, ça correspond à quelque chose de médian, et que de temps en temps, c'est mes petites croix, j'ai un niveau beaucoup plus important que ce cas moyen, et dans d'autres cas, j'ai un niveau beaucoup plus faible. Voilà. Et ben, si j'ai un niveau beaucoup plus faible, je n'ai pas de signal, je ne reçois pas le réseau. Le deuxième point, c'est que plus on monte en fréquence, plus on a des ondes qui sont affaiblies. Toutes choses égales par ailleurs, même puissance de transmission, en montant en fréquence, si on passe de 900 MHz à 3,4 GHz, eh bien, on va avoir une portée qui est réduite. Voilà, vous voyez là, je passe de 8 km à 1,2 km. En revanche, l'avantage, c'est que pour une bande 900 MHz, ce qui est disponible par exemple pour les services mobiles, c'est 76 MHz. Dans la bande des 3,4 GHz, donc il y a eu des licences, une mise aux enchères des fréquences. Dans cette bande-là, ce qui a été mis aux enchères, c'est 310 MHz. Voilà, donc on voit que on a une problématique, une réalité physique, qui est que les basses fréquences permettent de faire de la couverture, les hautes fréquences permettent de faire de la capacité, mais on a un dilemme, on ne peut pas faire couverture et capacité en même temps, où il faut à ce moment-là multiplier le déploiement de stations de base. Donc, ça, c'est un petit point pour faire un peu le bilan sur les aspects plus propagation radio. L'autre point qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un réseau, c'est les antennes relais qu'on voit, mais c'est bien plus que ça. Derrière, il y a ce que j'ai représenté sous forme de fromage ou de rectangle, des équipements qui font le routage, qui permettent de contrôler, qui permettent de suivre
une personne. Quand elle se déplace, il faut que la communication soit conservée alors qu'elle passe d'une antenne relais à l'autre. Donc, il y a un tas de fonctions qui sont mises en œuvre, qui sont complètement transparentes à un utilisateur, mais un smartphone, c'est un équipement qui fait énormément de choses sans qu'on s'en aperçoive. Et côté réseau, il y a aussi énormément de traitements. Et c'est quelque chose d'important. On peut dire qu'aujourd'hui, sur un réseau 4G, tous les équipements fonctionnent tout le temps. Et qu'un des buts de la 5G, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus souple. Alors justement, un petit historique. Je vais aller rapidement, mais 1G, c'était le système Radiocom 2000. Ensuite, on a eu la 2G avec le premier système numérique, une transmission de données bas débit. Et c'est un réseau qui tourne encore parce qu'il y a, par exemple, des stations météo qui sont encore connectées en 2G. Beaucoup d'objets connectés qui ont été déployés fonctionnent juste en envoyant des SMS. Et ça fait 10 ans que j'entends parler du démontage des réseaux 2G par les opérateurs et ça fait 10 ans que ça n'arrive pas parce qu'il y a un parc installé qui est un peu difficile de dire aux clients ça ne va plus marcher à partir de demain. Depuis 2000, en 2000, on a eu la 3G, donc environ 500 kilobits par seconde. Un point important, ce qui a permis vraiment le décollage de tout ce qui est transmission de données, c'est vraiment les terminaux à écran tactile avec une marque célèbre à la pomme qui ont permis la navigation facile sur le web, les vidéos, les réseaux sociaux. Et en 2010, la 4G avec un accès IP qui est à 10 mégabits par seconde. Alors, la 4G, c'est pour moi un bon réseau, mais c'est un réseau qui est un peu monolithique. Il permet l'accès Internet, voilà, mais il n'est pas très souple. Alors, en parallèle, on a eu le développement lent mais constant des objets connectés avec la 2G via les SMS et en 4G, où il faut savoir qu'il y a des versions de la 4G qui permettent d'avoir des objets connectés et d'avoir une consommation faible des objets. Il y a notamment quelque chose qui s'appelle Narrowband IoT. J'ai vérifié en préparant cette conférence, qui est par exemple proposée par SFR, voilà, et qui est plus performant en termes de couverture et d'autonomie. Et il y a d'autres technologies qui sont d'origine française, Sigfox et LoRaWAN. Alors, ce sont des technologies qui sont plutôt orientées pour des objets qui vont envoyer quelques messages par jour, surtout pour Sigfox, mais qui sont des technologies adaptées vraiment aux objets communicants. Alors, si on parle de 5G, ce qui a été vu, c'est un peu avec la 4G, l'explosion de l'usage des données, mais principalement consultation sur le smartphone, et qu'il y avait un besoin, quand on parle de voitures connectées ou de voitures conduites à distance, d'un système plus large. Donc ça, c'est un triangle qu'on voit un peu partout qui représente l'ensemble des types d'applications qui sont visées. Alors, en haut du triangle, on a plutôt ce qui requiert du débit, c'est-à-dire la vidéo 3D ou les écrans haute définition. En bas à droite, là où il y a la voiture, c'est plutôt ce qui réclame une grande réactivité, c'est-à-dire une faible latence. Donc, la latence, ça va être le temps pour transmettre un petit message de quelques octets. On ne veut pas transmettre une grande quantité de données, mais juste, par exemple, la voiture connectée, lui dire stop ou tourne à droite ou freine. Ce sont des petits messages et on veut les transmettre en quelques millisecondes, dizaines de millisecondes. Donc, sur la partie droite de mon triangle, c'est plutôt ce qui demande
de la latence et quelquefois quand même une faible latence pour la réalité augmentée et un débit non négligeable. Et puis, à gauche, on a tous les services plutôt d'objets connectés à partir de capteurs. Ça peut être des capteurs pour l'environnement, des capteurs pour l'agriculture ou pour ce qu'on appelle la ville intelligente, donc par exemple adapter l'éclairage aux personnes qui sont là ou pas. Et ce qui a été défini dans la 5G d'un point de vue technique, c'est des indicateurs clés de performance pour les différents types d'applications. Et alors, je ne vais peut-être pas passer en revue tout, mais juste dire que vous avez en haut les aspects débit. Alors, il y a le débit perçu. C'est vraiment ce que j'ai quand j'utilise le réseau avec d'autres personnes. Et puis, il y a le débit crête, c'est ce qu'affiche l'opérateur pour sa publicité. Donc, la 4G, on a un débit perçu d'environ 10 mégabits par seconde et on a une réactivité, là c'est plutôt en bas à droite, de l'ordre de… Alors, 10 millisecondes, c'est quand même dans le meilleur des cas. Alors, ça dépend un peu du contexte. C'est plus rapide. Si vous utilisez votre smartphone, par exemple, ça va être 10-20 millisecondes pour transmettre un message. Si vous ne l'avez pas utilisé depuis 2-3 minutes, il y a tout un dialogue qui doit être fait entre le smartphone et le réseau. Et donc là, c'est plutôt 50-100 millisecondes. Et la fiabilité qui va rentrer en compte. Avec la 5G, on va définir en fait plusieurs versions du système, ce que j'ai appelé des déclinaisons. Dans la première déclinaison, alors vous avez peut-être vu sous le terme IMBB, Enhanced Mobile Broadband, on va viser le débit. Donc un débit moyen perçu réel de 100 mégabits et un débit crête de 20 gigabits par seconde. Ça, et techniquement, on a fait en sorte de pouvoir réduire un petit peu la latence. Donc, ça va permettre, par exemple, les vidéos 3D pour le débit, la réalité augmentée, donc tout ce qui est transfert d'images. Donc ça, c'est ce que les opérateurs vont déployer dans un premier temps. Il y a la déclinaison 2, où là, on va se dire, le débit, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est la faible latence, donc la réactivité, et la fiabilité. Donc, on veut que dans 99,999% des cas, un message court, quelques octets, soit envoyé en moins de 1 milliseconde. Ça, c'est l'objectif. Alors, c'est important, par exemple, pour tout ce qui est haptique, c'est-à-dire pour avoir un contrôle à distance et ressentir la résistance ou non du matériau. Donc, ça peut être, enfin, quand je dis matériau ou du corps, hein, ça peut être utile pour tout ce qui est téléchirurgie. La déclinaison 2, au sens strict, aujourd'hui, elle n'est pas encore normalisée. Il y a encore des travaux. Et la déclinaison 3, c'est les objets connectés. Alors là, c'est pareil, elle est encore moins normalisée aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est d'avoir un système efficace énergétiquement pour que les objets puissent être alimentés avec des piles, des objets connectés, et durer plusieurs années. Et aujourd'hui, ce qui est possible, c'est les alternatives que je citais, Narrowband IoT, qui est en fait la technologie, une adaptation de la technologie 4G, mais qui va évoluer avec la 5G, mais dont les principes vont rester. Ou Sigfox, LoRaWAN, donc des technologies complètement alternatives. Maintenant, voyons un peu le déploiement. Donc, la situation fin 2019,
elle est que les opérateurs ont un réseau 4G. Alors, je ne représente pas le réseau 2G, 3G, mais je me concentre sur la 4G parce qu'il y a complémentarité entre la 5G et la 4G. Ce que vont faire les opérateurs dans un premier temps, c'est installer des antennes 5G. Alors, c'est juste, ça sera juste sur le même pylône, une antenne supplémentaire, en général un peu moins haute. Et la 5G est vraiment un complément à la 4G. C'est-à-dire que alors, si j'ai un smartphone 4G, évidemment, je ne bénéficie pas de la 5G. Et si j'ai un smartphone 4G, 5G, eh bien, il va établir une connexion, c'est-à-dire que les dialogues vont se faire en 4G. Et quand j'ai besoin du débit, hop, on utilise la 5G. Donc, le principe, c'est qu'on va pouvoir augmenter surtout les débits, réduire un petit peu la latence lorsque j'ai une connexion établie, comme je suis connecté au réseau. Alors, petit point, juste pour dire que la transmission en 4G et en 5G, en fait, elle est basée sur la technique qu'on appelle OFDM. C'est ce qu'on a sur la télévision numérique terrestre. C'est ce qu'on a sur ce qu'on appelle le CPL, la courant porteur en ligne. Home plug quelquefois, ma télévision est connectée à ma box par les prises électriques. C'est de l'OFDM. Voilà. Et donc, d'un point de vue purement technique de transmission, ce qu'on appelle la forme d'onde, il n'y a pas une révolution. Alors, à terme, je me garde bien de mettre une année de déploiement. À terme, ce que vont faire les opérateurs, c'est qu'ils vont aussi déployer toute la partie invisible du réseau, qui est le cœur du réseau. Ils vont déployer un réseau vraiment complètement 5G. Et là, un terminal pourra fonctionner uniquement en 5G. Et à terme, et c'est pour ça qu'il y a des enjeux dans la 5G, c'est que c'est une technologie qui est fédératrice. C'est-à-dire que là où il y aura besoin de capacité, par exemple pour permettre une usine connectée, eh bien, l'opérateur télécom pourra déployer un point d'accès spécifique, une antenne relais spécifique. Voilà. Et même, on pourrait être connecté en filaire par fibre optique au réseau 5G. Et le réseau 5G sera un peu, que ce soit par voie radio ou par liaison filaire, fibre optique ou autre, un peu le réseau fédérateur des accès à l'Internet. Voilà. Et là, on aura vraiment le haut débit, la faible latence, le nombre d'objets connectables, un nombre important d'objets connectables. Donc, sur le plan un petit peu plus technique, quels sont les avantages de la 5G? Alors, il y en a un dont on parle pas mal, qui est réel, c'est que la 4G, je dirais, on arrose. C'est-à-dire qu'on va couvrir toute la cellule. La 5G, la comparaison que je donne, c'est un petit peu comme la lampe électrique que j'ai encore, mais avec l'ampoule à incandescence. Ça éclaire dans toutes les directions et ça ne permet pas de voir très loin. Et puis, le pointeur laser, je cible une direction et je peux aller beaucoup plus loin. Alors, dans la 5G, on peut faire ça en mettant plusieurs antennes et on peut focaliser la transmission dans une direction. Alors ça a comme intérêt qu'on peut porter plus loin. Et ça a aussi comme intérêt qu'on va générer moins d'interférences. Parce qu'un problème jusqu'à la 4G, c'est qu'en fait, s'il y a une interférence, toutes les antennes relais et les smartphones s'interfèrent entre eux. Et que tout le jeu, c'est de gérer ces interférences. Là, en ciblant les transmissions, eh bien, on a moins d'interférences et donc on peut augmenter les débits. Alors, cela dit, sur la couverture,
on peut augmenter la couverture, mais il y a les impératifs sanitaires qui priment, et donc le champ électromagnétique qu'on rayonne à côté de l'antenne, qui est rayonné à côté de l'antenne, doit respecter les limites maximales. Donc ça veut dire que on ne peut pas tant que ça augmenter la couverture avec ces technologies. Il y a une certaine capacité d'augmentation, mais on ne peut pas faire tout ce que la technique permettrait de faire. Voilà. Et puis, il y a eu aussi une question d'encombrement, c'est que ces réseaux d'antennes, donc on multiplie les antennes, et comme il faut les écarter d'une longueur d'onde, eh bien, aux faibles fréquences, ça prend beaucoup de place. Donc, ce n'est pas possible. C'est surtout possible à haute fréquence, pour des questions d'encombrement. Donc, voilà. Alors après, j'avais mis une petite photo pour dire que finalement, ce qu'on verra pour la 5G, c'est, donc, sur ma grande photo, là, on a un équipement qui va plutôt être utilisé pour la 4G, et à gauche, ça rajoute juste un panneau, comme je disais, qui est un petit peu plus large. Alors, les autres points qui sont intéressants dans la 5G, c'est que les gens qui ont conçu ont fait très attention à la consommation énergétique, à la fois pour les antennes relais et pour le terminal. Cibler un terminal d'un point de vue rayonnement, ça permet de moins consommer d'énergie. Et puis, il y a aussi des systèmes de balayage pour permettre aux terminaux de se retrouver dans le réseau en consommant moins. Donc, c'est un réseau qui est très largement configurable. L'objectif, c'est de n'activer les fonctions nécessaires justement que quand c'est nécessaire. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai un objet qui est connecté, qui est installé, une poubelle connectée ou un conteneur connecté, s'il ne se déplace pas, ce n'est pas la peine qu'il y ait les mécanismes de gestion de la mobilité. Et dans la 4G, en fait, tout est intégré, c'est l'aspect monolithique que j'évoquais, on est obligé de le faire. Un autre point, c'est qu'il y a possibilité de développer, de déployer pour un opérateur télécom des configurations spécifiques. C'est-à-dire que si un grand compte a un besoin spécifique, on peut développer, il peut développer avoir sa propre version du réseau. Le dernier point, les deux derniers points, c'est un réseau qui est ouvert à des fournisseurs de services tiers. Les opérateurs ne veulent pas se contenter d'être des fournisseurs de tuyaux, et il est prévu, alors je ne sais pas si ça sera utilisé, mais par exemple, qu'un fournisseur de services puisse s'abonner à un service auprès de l'opérateur qui lui dit, qui lui indique s'il y a une cellule, une zone géographique dans laquelle le nombre de personnes, la densité de personnes dépasse un certain seuil. Voilà, c'est un exemple de choses qui sont possibles. Voilà. Et le fournisseur de service, après, en fait ce qu'il veut, développe son service. Mais on a maintenant, c'est tout l'analyse des données qui s'ouvre, possibilité de développer des services spécifiques. Il y a une sécurité qui a été renforcée, mais il y a aussi plus de risques parce qu'il y a plus d'ouverture, plus de diversité, plus de complexité. Donc, la sécurité a été renforcée, mais il y a plus de risques. Donc, les deux choses sont à mettre en balance. Alors là, c'est vraiment un transparent hyper technique, mais c'était juste pour expliquer un petit peu cette configuration du réseau. Dire que la nouveauté aussi de la 5G, c'est que toutes les fonctions tournent sur des calculateurs qui sont complètement génériques. On peut voir ça comme des PC, alors que dans les générations précédentes, c'était vraiment du matériel dédié. Ce qui veut dire que le réseau, il est un petit peu configurable. La nuit, je vais avoir peu de calculateurs qui vont fonctionner, et puis il va y avoir tous les services qui seront dans le même calculateur, et au contraire,
pendant la journée, si j'ai beaucoup de charges, eh bien, je mets en service, moi, opérateur télécom, de nouveaux calculateurs et je répartis les fonctions. Et répartir les fonctions, ça permet aussi d'avoir une latence plus faible, même si le réseau est chargé. Parce qu'en général, plus le réseau est chargé, bah, c'est comme partout pour tout service, hein. Plus il y a de monde, plus on attend. Un réseau télécom, c'est pareil. Voilà. Et mettre, par exemple, le contenu, le traitement au plus près de l'utilisateur, ça permet d'avoir un réseau plus réactif. Pour conclure, donc les points importants, c'est que il y a extension du spectre utilisé pour les services mobiles, c'est les licences qu'on a vues, mais on peut faire la 5G sur n'importe quelle bande de fréquence. C'est-à-dire qu'on pourra faire de la 5G en 800. Après, c'est une question, c'est si on fait de la 5G au lieu de la 4G, les utilisateurs qui ont leur smartphone 4G ne vont pas être contents. Donc la transition prend du temps. Et donc c'est pour ça que la 5G, aujourd'hui, ça va être principalement dans les bandes nouvellement acquises par les opérateurs. Mais ce n'est pas une contrainte technique. On peut faire de la 5G sur beaucoup de bandes de fréquences. Comme j'ai dit que la capacité était offerte uniquement si on montait en fréquence, eh bien, on pense aussi encore à de nouvelles bandes de fréquences dans la bande des 26 GHz. Alors, il n'y a pas de rupture majeure sur le plan technologique. Alors, pour moi, je dirais technicien qui regarde comment les principes de fonctionnement du réseau, voilà, il n'y a rien de révolutionnaire, mais par contre, il y a une mise en musique d'un grand nombre de technologies logicielles et il y a une volonté d'en faire une technologie fédératrice. Et c'est ça ce qui est la rupture. Ce n'est pas pour moi un aspect purement technologique, c'est plutôt que ça va être une technologie fédératrice, c'est une technologie souple, voilà, et on pense qu'elle va se répandre partout. C'est un système aux multiples possibilités, mais qui est extrêmement complexe. Voilà. Et cette volonté d'en faire une technologie fédératrice fait qu'effectivement, ce n'est pas seulement un nouveau réseau sans fil, mais c'est un peu vu comme un moyen de répondre aux besoins d'une société ultra connectée. Et donc, la 5G a été conçue pour favoriser des nouveaux scénarios de déploiement, permettre de pouvoir être utilisé dans des segments d'applications, de clients très divers. Et ça va aussi impliquer des bouleversements dans les services, les usages, mais aussi la commercialisation. Voilà. En dernier point, j'ai mis quelques références avec, je trouve que le site de l'ARCEP est bien fait. Il y a aussi l'ANFR, là c'est un petit peu plus technique, mais des références un peu solides voilà, sur ce que c'est que la 5G et puis quelques aspects aussi sur le rayonnement électromagnétique. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, je n'ai pas perdu tout le monde et je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. En tout cas, oui, c'était très passionnant de comprendre et de décrypter un peu tout cet envers du décor qu'on ne voit pas toujours. Alors, je ne sais pas si Guillaume, toi, tu as une question. Moi, j'en ai une première qui était plus sur… Vous n'avez pas voulu mettre d'année de déploiement. Je voulais savoir, c'était parce que c'est purement technique ou est-ce que c'est politique, le fait qu'il n'y ait pas de… qu'on ne puisse pas aujourd'hui dire on va déployer à telle ou telle période? C'est parce que… alors, là, je n'ai pas en tête, mais il y a un plan précis qui, en général, est tenu d'un point de vue publication des spécifications. Voilà. Après, il y a effectivement, pour moi, la complexité est un vrai problème. Et avant cette mise en musique, de tout ce qui est prévu, cette configuration, comme on a un système configurable, voilà, entre le moment, les opérateurs
pour l'instant, n'annonce rien et je pense que il pourra y avoir du retard, hein, comme dans tous les grands projets, voilà, parce que c'est complexe à mettre au point. Guillaume, as-tu une question? Hein, Rémi. Oui. Moi, je voulais vous remercier parce que c'était extrêmement clair. J'ai vu que je regardais les participants, on n'a perdu personne. C'était comme une gageure. Et puis, on n'avait pas prévu que c'était aussi technique. Et on avait dit que c'était des passionnés. Alors, c'est passionnant et des passionnés. Et voilà. Et je me sens un peu moins nul sur la question. J'ai souvent l'habitude de dire que je suis expert en généralité, parce que vous savez, tout le monde. Maintenant, je deviens généraliste en expertise. Il y a d'autres questions sur. Rémi, tu les as comme moi sur les failles, sur. Oui, la question après qu'il y a derrière aussi, c'est ce que vous avez évoqué, c'est le choix entre l'accès à une capacité de données très forte ou la couverture. Hein. Finalement, il faut choisir entre les deux un peu. Oui, effectivement. Enfin, après, c'est aussi une question de coût, c'est-à-dire que, alors, il y a objectivement, c'est plus difficile de couvrir la Corrèze ou la Lozère que la Beauce. Ça, c'est un phénomène physique. Hein, voilà. Et couvrir les côtes, on arrive à faire une propagation très bonne. Voilà. Après, c'est une question de coût. C'est-à-dire que si on veut une capacité grande dans une zone rurale peu dense, voilà, et surtout montagneuse, avec un peu de relief, ça conduit à installer un grand nombre de stations de base. Et là, on a aussi des problèmes de coûts et aussi de coûts environnementaux qui ne sont pas négligeables. Alors, on a une autre question aussi là, qui vient d'Hichem et qui est un enjeu aussi important aujourd'hui, notamment dans le domaine de la santé, c'est tout ce qui est autour de la cybersécurité. Il y a aujourd'hui une recrudescence des attaques, notamment sur tous les systèmes industriels, médicaux, etc. Et donc, on voulait savoir du coup si la 5G était quand même bien parée pour contrer un peu toutes ces attaques. C'est un système qui pouvait être quand même assez sécurisé. Alors, donc, je ne suis pas un expert en cybersécurité, mais on est toujours, c'est toujours le gendarme et le voleur. C'est-à-dire que c'est une course-poursuite. Donc, ce que je peux dire, c'est que la sécurité a été renforcée. Ça, sur un plan technique, c'est indéniable. Alors, il y a deux choses. Il y a l'aspect, ce qu'on faisait il y a 30 ans, utilisation, accès par le canal radio, par la voie radio, parce que comme c'est immatériel, on peut plus facilement s'insérer. Donc ça, c'est quand même extrêmement bien sécurisé depuis la 3G, on va dire. Et après, il y a les attaques par le réseau filaire, l'intérieur du réseau, pas les accès radio, l'autre côté, où là, effectivement, il y avait des failles et il y a un effort de renforcer. Après, il faut être clair, il n'y a pas de système complètement barricadé, complètement inviolable. Donc, il y a une volonté de renforcer, mais c'est sûr qu'il y a des failles. Il ne peut pas ne pas y en avoir. Voilà. Mais en tout cas, l'effort de renforcer la sécurité, surtout, je dirais, toutes les portes d'entrée du réseau, elle est réelle. Très bien. Bon, pour le moment, on n'a pas d'autres questions, donc sinon on peut peut-être conclure, Guillaume, si tu le souhaites. Oui, c'est excellent. Nous sommes à l'heure. C'est comme ça que vous reviendrez. Tous, quand on termine à l'heure, c'est excellent. Alors, c'est passé rapidement, mais vous pouvez retrouver, si vous avez été
le teasing a été bon, j'aime pas les termes anglais, si le teasing a été bon sur les propos de Xavier Lagrange, il donne des cours sur FunMock, sur la 5G, il y en avait sur d'autres fréquences avant, enfin de 4G et autres, mais il y a la 5G, j'ai vu que les conditions pour y aller pouvaient quand même être un Oui, peu… enfin, il faut être clair que c'est pour des spécialistes, c'est un niveau ingénieur. En revanche, il y avait voilà, un petit article que j'ai écrit que j'ai mis en fin, The Conversation. Alors, je ne sais pas s'il faut dire The Conversation ou The Conversation, qui est un site français, voilà, où là, c'est en quelques paragraphes quelque chose voilà, de beaucoup plus accessible. Non, mais c'était très bien d'évoquer ce sujet parce qu'on s'est posé la question en se disant à un moment, effectivement, quand j'avais été auditionné sur la 5G, on m'avait dit mais il n'y a pas du tout d'opérateurs de la santé, il n'y a que des constructeurs automobiles ou des réseaux, pardon, comment s'appelle le terme, je ne voulais pas citer de nom d'entreprise, mais qui s'occupent des réseaux autoroutiers, qui sont intéressés pour la voiture autonome, parce qu'ils ont aussi de l'argent à mettre dedans, et que finalement, il n'y a pas suffisamment d'acteurs, suffisamment, je dirais, puissants ou fédérés au sein de la e-santé pour prendre la main sur le sujet. Alors que l'on sait effectivement, vous l'avez parlé, que sur la télémédecine ou la chirurgie à distance, ou le maintien à domicile, ou le temps de latence sur un certain nombre d'appareils extrêmement important. Donc, on s'était dit, est-ce que c'est une chance pour la e-santé ou pas et faut-il prendre parti ou pas parti sur la question bon, après, s'il s'avère que l'ANSES donne un avis qui n'est pas très bon, et je voulais comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait une telle, parfois, je dirais, remue-ménage, pour être extrêmement soft, remue-ménage sur le sujet. Et puis, comme on parle des déserts médicaux, des déserts numériques, on s'est dit, mais puisqu'on n'arrive pas à couvrir les déserts numériques avec les systèmes existants, est-ce que la 5G va nous sauver? Et bon, visiblement, je n'ai pas eu la réponse, sauf que peut-être, j'ai compris que si on pouvait cibler, est-ce qu'on peut à ce moment-là aller cibler une autre antenne plus loin et faire des relais qui seront peut-être plus efficaces que ceux qui existent aujourd'hui? Alors, sur ce plan, enfin, je pense que le problème de on va dire la 5G en 2020, c'est que c'est en complément de la 4G et que pour avoir un gain, il faudrait faire de la 5G en 800 MHz. Voilà. Et aujourd'hui, c'est utilisé ou même en 700. Voilà, et aujourd'hui, c'est utilisé par la 4G et voilà, substituer la 4G à la 5G, voilà, crée aussi des problèmes. Mais là, la solution pour améliorer un peu la couverture, si on passait le 700 ou 800 MHz de 4G en 5G, on a un gain. D'accord. Non, mais je pose la question parce que l'application qui avait été montrée tout à l'heure par Céline, pardon, sur ces applications qui sont utilisables évidemment pour les gens qui sont dans les territoires, mais que si on ne capte pas, ça ne sert pas, hélas, à grand-chose. Pardon, mais c'est la réalité. Moi, j'ai essayé de faire la télé pendant le confinement de la télémédecine et en fait, la vidéo ne passait pas, rien ne passait. Donc, si ça ne change pas dans ces régions-là, il y aura encore un sentiment de frustration un peu plus. Mais c'est la question qu'on veut savoir, est-ce qu'on peut faire sans? Est-ce qu'il fallait est-ce qu'il faut pousser le sujet? Est-ce qu'il faut prendre parti ou pas? Voilà. Mais on voulait comprendre parce qu'on n'arrivait pas à avoir de discours, je dirais, voilà, un discours technique parfois, et les experts ne sont pas forcément les bons. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Merci aussi à l'Urgence Chrono pour nous rappeler que les urgences, c'est quand même aussi un sujet hyper important et qu'en ce moment, on est tous possibles d'aller aux urgences à tout moment. Nous allons vous proposer après des conférences peut-être un rythme qui va être une fois par trimestre sur des sujets qui nous intéressent, déserts médicaux, déserts numériques. N'hésitez pas à nous remonter les sujets qui vous intéressent. Ben voilà, c'est une tribune. Donc, si vous avez envie de faire remonter des sujets, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui est justement évoqué dans l'actualité, mais qui prend un prisme qui pourrait être traité de manière différente, vous savez, notre manière d'aborder des sujets, c'est ce
qui fait un peu notre marque de fabrique. Faites-le. Il y a les mails, il y a les réseaux sociaux. Et grâce à Rémi, nous avons depuis quelques minutes une chaîne YouTube. Merci à tous. Rémi, si tu veux. Oui, juste même le site internet, en fait, il est aussi ouvert à vous si vous avez un sujet, une opinion à partager, en restant dans un discours pas commercial évidemment, mais de pouvoir proposer voilà, une opinion, un sujet, on pourra le diffuser sur le site internet et les canaux associés. Merci à vous tous. Voilà, et donc on mettra à disposition du coup le replay aussi de la webconférence sur le site internet et les réseaux sociaux. Merci à tous. Merci, à bientôt. Bonne soirée. Merci.